La tentative américaine d'utiliser sa puissance économique et particulièrement militaire pour répandre ce qu'elle considère comme son système politique échouera lorsqu'elle aura recours à la force et à la contrainte économique. Je veux dire, sans aucun doute, je ne vivrai pas assez longtemps pour voir les conséquences, mais je m'inquiète pour mes petits-enfants. Hello everybody. This is Pascal and today Bonjour à tous, ici Pascal. Et aujourd'hui, j'ai l'extraordinaire privilège de parler à nouveau avec l'ambassadeur Jack Matlock, une véritable légende de la diplomatie américaine. Je dois le dire, l'ambassadeur Matlock est né en 1929 et a fait ses études à l'Université Duke et à l'Université Columbia. Il est entré dans le service diplomatique en 1956 et est finalement devenu l'ambassadeur des États-Unis en Union soviétique de 1987 à 1991. Ses fonctions à Moscou se sont terminées seulement quelques mois avant la dissolution du pays lui-même. Il a travaillé de manière célèbre avec le président Reagan et Bush Sr. pour mettre fin à la guerre froide. Ce qu'il continue de souligner s'est produit grâce à un accord mutuel et à une bonne diplomatie, et non à cause de la dissolution de l'Union soviétique. J'ai parlé à l'ambassadeur Matlock une fois auparavant, au début de février 2022, juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et les choses ont bien sûr seulement empiré depuis lors. Mais récemment, il a écrit un autre article très important sur la diplomatie américaine intitulé « Le cadeau de Noël qui continue de donner », dans lequel il soutient que les États-Unis d'aujourd'hui font ce que l'URSS faisait sous la soi-disant doctrine Brejnev. C'est ce que nous voulons discuter aujourd'hui. Alors, ambassadeur Matlock, merci de vous joindre à moi à nouveau. Heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ambassadeur, je vais vous poser une question très large. En fait, 3 questions, pour vous donner le temps de les développer. Quelle était la doctrine de la dépression? Pourquoi a-t-elle été reçue par les États-Unis comme un cadeau de Noël? Ou en quel sens a-t-elle été reçue comme telle? Et pourquoi pensez-vous que c'est un calice empoisonné, comme vous l'argumentez dans votre essai? Oui, ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'article est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, en 1989. Cela s'est produit alors que la guerre froide se terminait et que l'Europe de l'Est était libérée, pour la plupart, facilement. En décembre de cette année-là, le président Bush, le premier président Bush, a rencontré le président soviétique Gorbatchev à Malte. Ils ont conclu un accord. Premièrement, que la guerre froide était terminée. Deuxièmement, que l'Union soviétique n'utiliserait pas la force en Europe de l'Est s'il y avait des changements politiques là-bas. Ils ont également convenu que les États-Unis ne profiteraient pas de la situation en Europe de l'Est. C'était quelques mois avant les discussions sur l'unification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. Le secrétaire d'État a dit que si l'Allemagne de l'Est s'unissait à l'Allemagne de l'Ouest, il n'y aurait pas d'expansion de l'OTAN vers l'Est. Je mets cela en contexte parce que quand je pense à la situation aujourd'hui, cela me rappelle la veille de Noël 1989. J'ai été instruit d'aller au ministère des Affaires étrangères auprès du vice-ministre des Affaires étrangères à Moscou, qui était responsable de l'Europe de l'Est. La raison en était qu'une révolution avait éclaté en Roumanie, une très sanglante. J'ai été instruit d'aller obtenir leur évaluation de ce qui se passait là-bas, ce qui est parfaitement normal en diplomatie. La nomination a été faite le 24 décembre, le lendemain, qui était la veille de Noël. Dans un événement sans lien au milieu de décembre, les États-Unis ont attaqué le Panama pour arrêter Noriega, un seigneur de la drogue. Cela était crucial car le Sénat était sur le point d'approuver un traité pour le transfert du canal de Panama au Panama, qui avait été sous contrôle direct des États-Unis pendant des décennies. On croyait que si Noriega restait libre, le Sénat pourrait ne pas ratifier le traité.
Maintenant, laissez-moi vous expliquer la doctrine Brejnev, qui a été un sujet de discussion pendant longtemps. L'Occident a d'abord développé ce terme pour décrire la politique soviétique. Cette doctrine est entrée en jeu lorsque l'Union soviétique et d'autres pays du pacte de Varsovie ont envahi la Hongrie dans les années 1950 et plus tard la Tchécoslovaquie, prétendant défendre le socialisme contre les menaces perçues. Selon cette doctrine, si un pays était considéré comme socialiste, c'est-à-dire dominé par les communistes, et faisait face à une quelconque menace pour son socialisme, il était du devoir des autres pays socialistes de le défendre, même si cela signifiait une invasion. Maintenant, cela était basé sur la doctrine marxiste-léniniste. Marx et Lénine prédisaient que la révolution prolétarienne éliminerait la bourgeoisie et créerait une société sans classe. Cette société vivrait en paix et passerait du socialisme au communisme. Dans le socialisme, le principe est que chaque personne reçoit selon sa contribution. Dans le communisme, chaque personne reçoit selon ses besoins. C'étaient les distinctions philosophiques. Cependant, aucun des pays n'avait véritablement atteint l'objectif du communisme, même s'ils étaient gouvernés par des partis qui s'identifiaient comme communistes. La croyance était que l'histoire se dirigeait dans cette direction. Bien que l'idéologie n'ait pas été prise aussi sérieusement avec le temps, elle a tout de même influencé la pensée des dirigeants soviétiques. Lors de leur première rencontre, le président Reagan a critiqué le soutien soviétique aux révolutions en Amérique latine et en Afrique. Gorbatchev a répondu que c'était juste l'histoire qui se déroulait, marquant la fin du colonialisme, et c'était inévitable. Gorbatchev a plus tard changé de position sur cette question. Mais le point est que la croyance était que l'avenir serait socialiste, puis communiste, parce que c'était la direction vers laquelle le monde se dirigeait. C'était la base. Maintenant, puis-je juste demander, pensez-vous également que ces individus, comme Germikov et d'autres, qui sont nés et ont été éduqués sous le socialisme naissant, croyaient vraiment en ce dogme? C'est bien là le point, n'est-ce pas? Je pense qu'ils l'ont vraiment fait. Ils opéraient davantage d'un point de vue de realpolitik, mais ils le justifiaient en disant que ce n'était contre personne. En fait, en parlant de philosophie, à partir de Khrouchtchev, ils ont parlé de coexistence. Cependant, il s'agissait toujours de la coexistence de pays avec différents systèmes sociaux. En d'autres termes, ils croyaient que nous pourrions vivre en paix avec des pays qui ne sont pas considérés comme socialistes ou dominés par le communisme. Mais cela signifiait qu'il pourrait y avoir intervention s'il s'agissait d'un pays du même système social. Cet aspect était souvent négligé dans leur idéologie. Tout le monde veut la coexistence, mais selon leur formule complète, elle ne s'appliquait qu'entre les pays socialistes et capitalistes. Les pays socialistes avaient le droit d'intervenir dans les affaires les uns des autres, ce qui signifie essentiellement que l'Union soviétique avait le droit d'intervenir si elle percevait une menace pour le socialisme. Concernant mon expérience personnelle, on m'a instruit de me renseigner sur leur vue de la situation en Roumanie. J'ai reçu un télégramme avec ces instructions. Plus tard, j'ai reçu un appel sur ma ligne classifiée. L'appelant a dit que lorsque je leur parlerai, je devrais leur faire savoir que s'ils ont besoin d'utiliser la force militaire en Roumanie, par exemple, pour protéger leurs citoyens et les évacuer, le président Bush ne considérerait pas cela comme une violation de leur accord. Ils avaient convenu plus tôt en décembre que Gorbatchev n'interviendrait pas en Europe de l'Est. J'ai dit à la personne qui m'a appelé que je ne voyais pas comment je pourrais aborder le sujet sans donner l'impression que j'encourageais cela. Cependant, j'ai dit que je le ferais si c'est ce que le secrétaire d'État voulait. Ainsi, lorsque j'ai abordé le sujet délicatement, le vice-ministre, Ivan Aboimov, est devenu très en colère. Il pensait évidemment à la manière dont nous étions intervenus au Panama juste 2 semaines après la réunion,
malgré l'assurance de Gorbatchev qu'il n'interviendrait pas en Europe de l'Est. Il a simplement dit « La doctrine Brejnev ne s'applique plus à nous. Nous vous la donnons comme cadeau de Noël. » C'était le 24 décembre. À l'époque, j'ai pensé que c'était un geste astucieux. Je ne pensais pas que la situation au Panama durerait très longtemps. Nous avions de fortes raisons politiques d'intervenir, principalement concernant le traité du canal de Panama. Cependant, la situation a duré plus d'un mois et ne s'est terminée qu'à la fin janvier. Plus tard, après la fin de la guerre froide, il y a eu plusieurs mécompréhensions parmi les Américains, les Européens et même les Asiatiques. Il semblait exister une croyance mondiale selon laquelle les États-Unis ou l'Occident avaient gagné la guerre froide, comme s'il s'agissait d'une victoire quasi-militaire menant à la défaite de l'Union soviétique. Cette croyance a persisté après l'éclatement de l'Union soviétique, beaucoup pensant que la Russie était vaincue. Eh bien, tout cela était de simples malentendus. Nous avions négocié une fin à la guerre froide dans l'intérêt de tous. C'était autant dans l'intérêt de l'Union soviétique que dans celui des États-Unis et de ses alliés de l'OTAN. Concernant la dissolution de l'Union soviétique, les États-Unis ne souhaitaient pas que cela se produise. Oui, nous voulions que les 3 pays baltes retrouvent leur indépendance. Il est important de noter que l'un des derniers actes du Conseil d'État soviétique a été d'approuver leur indépendance. Ainsi, ils n'ont pas acquis leur indépendance à cause de la dissolution de l'Union soviétique. L'Union soviétique l'a légalisée avant de se dissoudre. C'est aussi quelque chose à retenir. En réalité, la dissolution de l'Union soviétique a été une défaite pour la politique américaine. Le président Bush voulait que Gorbatchev réussisse à créer une fédération volontaire, plus démocratique. Il croyait que toutes les républiques non baltes seraient mieux en maintenant une certaine association entre elles, tant que cela restait volontaire. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Il est très intéressant de noter que les personnes qui accusent constamment la Russie de toujours nuire à ses voisins devrait remarquer que c'était le président élu de la Fédération de Russie qui a mené à la dissolution de l'Union soviétique. Ce n'était pas quelque chose que les États-Unis ou leurs alliés de l'OTAN recherchaient à ce moment-là. En fait, le président Bush a prononcé un discours le 2 septembre 1991. C'est rendu en Ukraine qu'il a prononcé un discours à la Rada ukrainienne à cette date. On September 2nd, 1991, he had flown from Moscow to Kiev. I flew on the plane. Il avait volé de Moscou à Kiev. J'étais dans l'avion avec lui. Dans ce discours, il a appelé les Ukrainiens à rejoindre l'Union volontaire de Gorbatchev et a mis en garde contre ce qu'il appelait le nationalisme suicidaire. À l'époque, nous pensions à la violence en Géorgie soviétique, où il y avait eu des violences contre certaines de ces minorités. Cependant, ce n'était pas la politique des États-Unis d'essayer de démanteler l'Union soviétique. Au fur et à mesure que l'année avançait, il est devenu clair que l'Union soviétique allait se dissoudre. Bien sûr, nous avons dû l'accepter et établir des ambassades dans toutes les 15 anciennes républiques. Mais ce n'était pas quelque chose que nous recherchions. Maintenant, sur le plan idéologique, avançons un peu. Le marxisme-léninisme et la doctrine Brejnev étaient censés être un cours inévitable de l'histoire. Ils prédisaient une révolution inévitable et que tous les États suivraient cette voie. En 1993, 2 ans après la dissolution de l'Union soviétique, Franco Koyama, un scientifique politique et philosophe, a écrit un article intéressant puis un livre. Il contenait un paragraphe clé. Il suggérait que ce que nous pourrions être en train de témoigner n'est pas juste la fin de la guerre froide ou le passage d'une période particulière de l'histoire d'après-guerre. Cela pourrait être la fin de l'histoire en tant que telle. Cela signifie le point final de l'évolution idéologique de l'humanité et l'universalisation de la démocratie libérale occidentale comme la forme finale de gouvernement humain. The final form of human government. The end of history. La prédiction selon laquelle tout système actuel pourrait être la forme finale de gouvernance humaine
était une affirmation audacieuse, totalement dépourvue de toute preuve historique à l'appui. C'était aussi irréaliste que la prédiction de Karl Marx selon laquelle une révolution prolétarienne conduirait à un monde sans conflit de classe, gouvernement, coercition ou lutte. Cela a conduit à la croyance que les États-Unis pourraient utiliser leur puissance militaire et économique pour transformer d'autres sociétés en démocratie avec des économies capitalistes qui vivraient ensuite en paix les unes avec les autres. Cet objectif est devenu connu sous le nom d'ordre mondial libéral. Dans mon article, j'ai établi des parallèles avec la doctrine Brejnev, qui affirmait que l'Union soviétique et ses alliés avaient la capacité et la responsabilité de propager et de défendre le socialisme contre les menaces internes ou externes. De manière similaire, l'ordre mondial libéral, désormais parfois appelé l'ordre basé sur les règles, est perçu comme la capacité et le devoir des États-Unis et de leurs alliés de propager et de défendre la démocratie contre les menaces internes ou externes. Le principal problème, outre le manque de preuves historiques, est que ni les partisans de la doctrine Brejnev, ni ceux de l'ordre mondial libéral n'ont clairement défini ce qu'ils entendent par socialisme ou démocratie. En pratique, seuls les États-nations sous leur contrôle étaient considérés comme répondant aux critères nécessaires. Alors je pense que sur cette base, il m'a semblé qu'au lieu de mener le monde à créer une structure de sécurité dans les années 1990 qui assurait la sécurité de chaque pays après l'éclatement de l'Union soviétique, nous avons manqué une opportunité. Cet éclatement, comme je l'ai mentionné, a été significativement influencé par la Russie, car si la Russie n'avait pas soutenu cet éclatement, cela ne se serait pas produit. C'est un fait. Cependant, cette situation a laissé une opportunité, puisque les États-Unis sont apparus comme les plus puissants militairement et les plus productifs économiquement dans le monde à cette époque. Nous étions pratiquement invulnérables à une attaque de n'importe quel autre pays. L'attaque terroriste qui est survenue plus tard n'était pas le fait d'un pays, et bien qu'elle ait été limitée et horrible, elle était différente. Ce que je crois que nous aurions dû faire, c'était de développer un système de sécurité en Europe qui assurait la sécurité de tous. Au lieu de cela, nous avons commencé à étendre l'OTAN. J'ai témoigné contre cela devant le Sénat américain. J'ai dit à l'époque que si nous commencions cette expansion et qu'elle se poursuivait, non seulement jusqu'aux frontières de l'ancienne Union soviétique, mais même incluant certains pays qui faisaient partie de l'Union soviétique, cela pourrait être un cours désastreux sur le plan politique. Il était clair pour moi, et presque tous ceux qui ont négocié la fin de la guerre froide étaient d'accord, que c'était la mauvaise voie à suivre. La Russie était extrêmement faible à ce moment-là. Elle tentait de passer à une économie capitaliste depuis une économie contrôlée par l'État, ce qui a résulté en une quasi-anarchie. Beaucoup de gens prétendaient qu'ils démocratisaient la Russie, mais la plupart des Russes ont commencé à douter de la démocratie. Ils la voyaient comme les actifs de l'État étant saisis par quelques individus qui sont devenus connus sous le nom d'oligarques. Cette situation n'a pas présenté la démocratie sous un jour positif. Cependant, beaucoup en Occident, y compris les États-Unis et l'Europe, ont vu cela comme un développement positif. La Russie était très faible et il était clair que l'expansion de l'OTAN serait problématique. Initialement, les dirigeants russes n'aimaient pas l'idée de l'expansion de l'OTAN, mais l'ont acceptée. Je me souviens d'avoir été à New York lorsque le président Poutine a visité. Il a été interrogé sur l'adhésion des pays baltes à l'OTAN. À ce moment-là, la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hongrie avaient déjà rejoint. Poutine a dit qu'il ne voyait pas la nécessité pour les pays baltes de rejoindre l'OTAN, mais l'accepterait tant qu'aucune base n'y serait placée. Les gens oublient souvent que le traité permettant à l'Allemagne de l'Est de rejoindre l'Allemagne de l'Ouest stipule que, bien qu'il n'interdise pas à l'Allemagne de l'Est de rejoindre l'OTAN, il interdit de placer des troupes ou des bases non allemandes sur le territoire.
our bases in that territory. Yes. And obviously, we're not going to do it there. Et évidemment, nous n'allions pas le faire là-bas. Je me souviens de l'ambassadeur russe à Moscou que j'avais connu lorsqu'il était le ministre adjoint des Affaires étrangères de l'Union soviétique. En fait, lui et moi avons négocié les derniers paragraphes du traité pour que l'Union soviétique quitte l'Afghanistan. Mais je sais qu'il est venu me voir lors de l'une de nos réunions et a dit « Ce n'est pas votre titre FINF qui nous inquiète. Nous n'allons pas les attaquer, mais ce qui est sensible, c'est de mettre des bases là-bas. » Et bien sûr, nous avons commencé progressivement à parler de bases après n'en avoir aucune. Puis, en l'an 2000, avec la seconde administration Bush, nous avons commencé à nous retirer unilatéralement de chacun des accords de contrôle des armements que nous avions négociés. Il nous a fallu des décennies pour négocier ceci, et nous les avons simplement abandonnés, en particulier le traité sur les missiles antibalistiques, le soi-disant traité ABM. Maintenant, c'était légal parce que le traité permettait un préavis de 6 mois avant de partir. Mais cela a sapé bon nombre des accords de contrôle des armements que nous avions. Et puis, ce qui était particulièrement sensible pour le président Poutine était le plan d'établir des bases de missiles antibalistiques en Europe de l'Est, en Pologne et en Roumanie. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi devrait-il s'en inquiéter? Now, one can say, why should he worry about that? Well, the fact is that the ABM system. Le système ABM que nous utilisions était adapté de celui utilisé sur les croiseurs américains. Ce système pouvait, avec un changement de logiciel, transporter des missiles défensifs ou offensifs. C'était évidemment un problème. Nous prétendions avoir besoin de cela pour empêcher l'Iran d'attaquer l'Europe de l'Ouest. Cependant, cela n'avait aucun sens car l'Iran ne menaçait pas l'Europe de l'Ouest. J'ai écrit à ce sujet à l'époque, mais je ne vais pas entrer dans tous les détails ici. Notre justification pour une intervention militaire ailleurs devenait de plus en plus que nous avions l'obligation de protéger les minorités et d'autres personnes qui étaient victimes. Bien que ce fût une raison, l'idée principale était que nous avions l'obligation de diffuser la démocratie. Cependant, la question de comment diffuser la démocratie était souvent négligée. Il est clair que la démocratie, qui signifie le gouvernement par et pour le peuple, ne peut pas être imposée par la force militaire. La démocratie doit se développer organiquement au sein de chaque pays et elle a le plus de chances de réussir si nous donnons un bon exemple. Malheureusement, ces dernières années, les États-Unis n'ont pas donné un excellent exemple de fonctionnement de la démocratie. Cela a souvent servi d'excuse pour intervenir. Maintenant, laissez-moi dire ceci. Je pense que les gens y croyaient vraiment. Ils ne mentaient pas, ils y croyaient sincèrement. Cependant, je pense qu'ils croyaient en la mauvaise chose. C'est essentiellement ce que j'ai à dire. L'ordre mondial libéral n'était ni ordonné ni particulièrement libéral. Nous avons vécu guerre après guerre et de nombreux problèmes. Le problème était la tentative d'utiliser la force militaire, surtout la force militaire externe, pour des problèmes qui ne pouvaient pas être efficacement abordés de cette manière. Il me semblait, comme je l'ai souligné dans l'article, que les États-Unis ont envahi l'Irak, qui ne les avait pas menacés et n'était pas une source de terrorisme. L'Irak avait un gouvernement qui était dur avec certaines de ses minorités. En envahissant, nous avons supprimé l'ensemble du gouvernement, ce qui a conduit à l'émergence de l'ISIS et à un terrorisme encore plus grand. Nous avons également envahi l'Afghanistan, mais dans ce cas, nous avions l'approbation de l'ONU, contrairement à l'Irak. Nous avons cité des preuves que je suis sûr, les personnes qui les ont citées croyaient vraies, mais il s'est avéré qu'elles étaient fausses. Maintenant, nous disons que nous devons nous opposer à la Russie parce que la Russie a envahi l'Ukraine. Je pense que c'est une chose horrible. L'Aldega et le nombre de personnes mourant et time from Tilly est une thing. Cependant, je dirais simplement que cela n'avait pas à se produire.
Je pense que ce que le président Poutine voulait, c'était une garantie que nous ne prendrions pas l'Ukraine au sérieux. Que vous pensiez qu'il exagère ou non, la majeure partie de l'Ukraine a fait partie de la Russie pendant des siècles. La partie occidentale de l'Ukraine, qui dirige le gouvernement actuellement, ne faisait pas partie de la Russie. Elle faisait partie de l'Empire austro-hongrois et de la Pologne. L'ironie est que les frontières de l'Ukraine, que le gouvernement ukrainien actuel insiste pour restaurer, ont été créées par Joseph Staline et Adolf Hitler. L'ajout de la Crimée n'était qu'un transfert sur papier par Nikita Khrouchtchev. Cette situation est une véritable tragédie. Cela n'avait pas à se produire. Bien sûr, l'invasion est horrible. Mais est-elle pire que l'invasion de l'Irak par le second George Bush? Essayons d'être justes à propos de ces choses. Il s'avère que les États-Unis ont surinvesti leurs ressources et gèrent ces problèmes de manière incorrecte. La véritable contradiction est que tandis que nous condamnons le génocide à Gaza, nous fournissons toutes les armes et le couvert politique pour le réaliser. C'est une contradiction totale par rapport à ce que leur politique aurait dû être. Puis-je vous demander, pensez-vous que les contradictions qui émergent actuellement étaient similaires à celles de l'Union soviétique pendant les années 60, 70 et 80? À cette époque, il y avait un écart entre l'idéologie et la réalité. Ce que nous voyons maintenant est une contradiction significative entre l'idéologie d'un ordre mondial libéral et un ordre basé sur des règles qui s'est développé au cours des 30 dernières années. Est-ce qu'il est réellement? Voyez-vous ces développements comme parallèles? Eh bien, je ne les décrirai pas comme parallèles. Je pense que les personnes impliquées, du moins la plupart d'entre elles, sont tout à fait sincères des deux côtés. Je l'ai compris à l'époque. C'est pas qu'ils mentent. Non. Tout le monde diffuse beaucoup de propagande. En ce qui concerne la Russie et l'Ukraine, il n'y a pas eu plus de propagande de la part de la Russie que de l'Ukraine. Et certainement, lorsque nous regardons le Proche-Orient, nous voyons beaucoup de propagande venant des deux côtés là-bas. Donc lorsque ces conflits commencent, la vérité et même la réalité, les faits, deviennent des victimes parce que les gens commencent à tout voir avec une vision presque en tunnel. Ce que j'ai essayé de dire dans l'article, c'est que la tentative américaine d'utiliser sa puissance économique et particulièrement militaire pour répandre ce qu'elle considère comme son système politique par la force et la contrainte économique va échouer. Je ne vivrai sans doute pas assez longtemps pour voir les conséquences. Mais je m'inquiète pour mes petits-enfants, parce que je pense à long terme, cela va être très mauvais pour le peuple américain. Nous sommes surengagés. Nous menons toutes ces guerres et soutenons tout cela avec des fonds empruntés. Nous avons maintenant une dette de plus de 23 trillions de dollars. Et ce n'est pas juste dû aux Américains. Cela est dû à de nombreux autres pays également. Donc je pense que toute la tentative d'utiliser notre position économique dominante, particulièrement dans le secteur financier, comme arme, va finir par nous hanter. Je parle en tant qu'Américain très loyal, celui qui a promis mon travail pour exécuter les termes de la Constitution américaine. Ce n'était pas un serment de loyauté envers un individu. Et je pense vraiment que notre Congrès a tendance à ignorer certaines des conditions claires de la Constitution. Nous ne devrions pas mener une guerre sans une déclaration de guerre, et nous n'en avons pas eu depuis la Seconde Guerre mondiale. Puis-je vous demander, quelle est votre perception de l'environnement idéologique actuel aux États-Unis et en Occident en général? Vous aviez 12 ans lorsque Pearl Harbor s'est produit. Vous devez donc avoir des souvenirs de cette période. Et puis il y a eu la guerre froide. Vous étiez là. En parlant idéologiquement, en termes de niveau de propagande, sommes-nous proches de la propagande et du climat idéologique du macarthisme? Chas Freeman a soutenu que la situation actuelle aux États-Unis et en Occident est proche de, ou en fait pire que, le macarthisme.
Seriez-vous d'accord avec lui sur ce point? Or, it's actually worse than McCarthyism. Would you agree with him on that or not? Well, I think within the United States, we are. Eh bien, je pense qu'aux États-Unis, nous sommes très fortement divisés politiquement. Trop de gens ont tendance à voir tout comme une question de gauche ou de droite. Cependant, c'est multidimensionnel. En politique étrangère, nous constatons que les conservateurs comme les libéraux sont d'accord avec moi. En fait, plus une personne est conservatrice et libertarienne, plus elle est susceptible d'être d'accord avec moi. Avec les libéraux, je me suis toujours considéré avant tout comme un modéré, que ce soit libéral ou conservateur, parce que ces questions se mélangent beaucoup. Mais en politique étrangère, ces étiquettes ne s'appliquent pas. À l'intérieur, nous sommes très divisés maintenant. Et à mon avis, les deux principaux partis politiques nous ont laissé tomber. Après tout, les deux candidats les plus probables à la présidence lors de l'élection de cette année ont échoué. Au plus, je dirais peut-être 41% d'approbation. La majorité des gens ne veulent ni l'un ni l'autre. Pourtant, notre système politique va très probablement produire un concours que personne ne veut. En même temps, le pays est très divisé géographiquement, les deux côtes étant plus démocrates et une grande partie de l'intérieur étant républicaine. Donc je pense que nous avons des problèmes domestiques auxquels nous allons devoir faire face. Allons-nous les régler? Je pense que oui. Mais je pense que la dépense excessive de ressources en affaires étrangères, en essayant de nous impliquer dans les affaires d'autrui, ou en prenant parti dans ce qui est un conflit domestique, est simplement la mauvaise approche. J'espère que nous pourrons au moins progressivement apprendre à ne pas faire cela et commencer à être le pacificateur plutôt que celui qui prend constamment parti. Maybe a last question, because it seems to me that Peut-être une dernière question, car il me semble qu'au cours des 30 dernières années, depuis la fin de la guerre froide ou l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis ont augmenté leur utilisation des interventions militaires. Même avant cela, des interventions avaient lieu, par exemple au Chili. Cependant, elles sont devenues plus semblables à une guerre ouverte. Maintenant, avec l'Ukraine, nous avons vu ce processus se dérouler sous nos yeux. Comment les choses ont escaladé de mal en pire, menant à une véritable guerre. Vladimir Poutine a récemment déclaré dans une interview avec Tucker Carlson que le fait pour l'Ukraine de se détourner des accords d'Istanbul était une énorme erreur qui aurait pu mettre fin à la guerre. La neutralité de l'Ukraine est quelque chose que beaucoup croient être la solution la plus évidente. Cependant, cela ne s'est pas produit parce que les néoconservateurs aux États-Unis s'y opposent. Pensez-vous que ce qui se passe actuellement amènera les États-Unis à adopter une approche plus réaliste, s'éloignant de l'idéologie de la propagation de la démocratie sous le couvert de faire la guerre? Cela conduira-t-il à un retour à une politique plus pragmatique? Eh bien, je pense que notre politique présente une dichotomie. D'une part, elle est justifiée en termes idéologiques, mais d'autre part, elle concerne aussi la realpolitik, dans le sens où il semble y avoir une idée qu'il est à l'avantage d'un pays d'étendre son influence. Cependant, comme chaque empire l'a appris, il n'y a rien qui vous affaiblit plus à long terme que d'essayer de gouverner des gens qui ne veulent pas que vous les gouverniez. De plus, les étrangers ne sont généralement pas les meilleures personnes à s'impliquer dans ce que l'on pourrait appeler une dispute familiale. Ce qui se passe en Ukraine est vraiment une dispute familiale, avec tous les éléments psychologiques d'une guerre civile. Depuis les 30 dernières années environ, ces pays sont indépendants. Nous devons nous rappeler que ce ne sont pas des frontières qui ont été élaborées au fil des siècles ou qui sont descendues comme sacrées. L'éclatement de l'Union soviétique signifiait que tous étaient confrontés à des problèmes très difficiles de passage à une économie capitaliste concurrentielle à partir d'une économie contrôlée par l'État, entre autres choses. Ce sont des processus très complexes, et un étranger ne peut vraiment pas aider beaucoup s'il prend un parti ou l'autre. Le mieux que vous puissiez faire est d'essayer de médier.
peut-être. Cela devrait être le rôle similaire à ce que les Norvégiens ont fait dans les années 1990, qui a presque abouti à une solution à deux États en Israël et en Palestine. Mais ce type de diplomatie semble avoir été abandonné. Au lieu de cela, le monde est divisé entre nous et eux, ce que je pense être une grande erreur. Je pense cela aussi. C'est pourquoi j'ai nommé cette chaîne « Études de neutralité ». Nous devons étudier comment revenir à la neutralité. Ambassadeur Jack Matlock, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you very much for your time today. Merci pour l'interview. Interview.